Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Vous connaissez Mourad Guichard, journaliste indépendant. Il pose un regard acéré sur les grandes et les petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. Et nous le savons tous, vous êtes déjà accro à cette chronique. N'hésitez pas à la faire connaître autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube si vous pouvez. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors on commence par un préambule. Oui, avant les tops et les flops, comme à l'accoutumée. Alors je suis embêté parce que tu m'as fait part, Théo, du souhait de voir la vidéo, enfin du moins la prestation d'Ariel Dombal à la gloire des Jeux Olympiques. J'ai refusé dans un premier temps. Et je précise pour les gens qui nous regardent évidemment qu'il y a entre toi et moi un rapport hiérarchique. Tu es mon supérieur hiérarchique et donc je dois céder à ce caprice. Et donc on va regarder un très court extrait de la prestation d'Ariel Dombal. Je suis absolument désolé, je vais aller prendre un café, évidemment, pendant la projection. Je vous laisse regarder. C'est parti pour les tops. Oui, alors le premier top va une nouvelle fois Nathalie Saint-Cric. Alors j'y peux rien, hein, puisque chaque fois, Théo, mais je comprends, tu me reproches d'avoir quelques obsessions, mais c'est vraiment elle et eux qui nourrissent cette chronique par leurs outrances et leurs exubérances. Et là, il se trouve qu'elle va nous révéler le scoop de l'année à propos de Huguette Bello, à savoir que le Parti Socialiste serait en off. Et c'est très drôle, parce que cette notion de off, O2F, donc ça signifie que on a des réseaux, on est journaliste, on connaît les gens, on passe des coups de fil, on va manger en ville et on apprend des choses que personne ne sait. Sauf que là, ce scoop tombe complètement à plat puisque tout le monde savait au moment où ça a été dit par Nathalie Saint-Cric qu'évidemment le Parti Socialiste émettait de grosses réserves sur Huguette Bello. Et d'ailleurs, elle a fini ce week-end par jeter l'éponge. Je vous laisse écouter. Personne n'a dit publiquement tout le mal qu'il pensait de cette candidature. Mais je peux vous dire que par derrière, d'abord les socialistes disent qu'ils n'en veulent absolument pas. Certains écologistes aussi. Moi, j'ai rien demandé, mais on m'a rappelé que sa déclaration au moment du massacre du 7 octobre était exactement alignée sur celle de LFI, c'était refusant de qualifier le Hamas mouvement terroriste. On m'a rappelé, au cas où je l'aurais oublié, qu'elle n'a pas voté la loi laïcité de 2004, ce qui fait quand même beaucoup. Et puis, il rappelle également qu'en fait, c'est un leurre, c'est-à-dire c'est une PCR réunionnais, en fait PCF, qui était sur la dernière de liste de LFI et qu'en fait c'est une LFI déguisée. Ce qui pourrait donner aux socialistes une ouverture de voter pour elle, puisque l'idée, c'était pas de LFI. Et CNews est dans ta liste de top, c'est bizarre. Oui, on est dans une période particulière. Hein. Je ne vais pas évidemment revenir sur la question des auditions par l'Arcom pour l'attribution des chaînes futures. Là, je voulais rendre hommage vraiment alors je le fais régulièrement dans mes remerciements, là très particulièrement à ce compte Twitter qui s'appelle Detox Info et qui a fait un petit montage que je trouve vraiment très sympathique sur CNews en disant en gros que CNews n'allait pas changer, ne changera jamais parce que c'est dans son ADN d'avoir des propos tout à fait particuliers, notamment sur les questions de racisme et de communautarisme. Je vous laisse écouter. L'immigration est le sujet numéro 1. L'immigration est plus précisément une certaine immigration, puisque la présence d'une communauté asiatique ne pose, que je sache, aucun souci sur le sol de France. Quand vous dites le prénom Mohamed est discriminant, mais leurs parents auraient dû les appeler François. Moi, je pense que vouloir faire rentrer l'islam dans le cadre d'une laïcité française, c'est compliqué. En fait, la vérité... Ah, mais on est d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils veulent le faire péter pour ça. Oui, ils veulent faire sauter, ils combattent la laïcité. C'est bien parce que la majorité musulmane impose la primauté de sa culture par le nombre, que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la majorité musulmane de manière confessionnelle ont adopté la culture de la majorité. Ça fait des années que je dis qu'il y a un lien insécable entre l'immigration
et l'insécurité. Le voile islamique est l'instrument, on le voit dans les instances européennes, l'instrument depuis 30 ans ou depuis 25 ans de conquête de l'islam européen par les frères musulmans. Mais quand est-ce que vous allez voir ça? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Et retour sur Nathalie Saint-Cric. Et oui, je suis vraiment désolé de vous infliger une nouvelle fois cet exercice, mais là, je l'ai mis en top. Alors, je ne l'ai pas mis en top pour elle, évidemment, je l'ai mis en top pour Marine Tondelier, car Nathalie Saint-Cric va battre un record. Alors, ce n'est pas encore les Jeux Olympiques, mais enfin, elle va battre un record olympique du JLM, donc du Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est battu. Alors, je vous rappelle, on va le voir à l'écran, ce fameux, alors, ce qui est devenu un mème, ce que nous avions révélé, ce fameux petit écriteau qu'elle avait balancé en plateau en pensant être hors champ parce qu'on ne parlait pas assez de Jean-Luc Mélenchon et que pour elle c'était pas vivable. Et bien une nouvelle fois, on ne parle pas assez de Jean-Luc Mélenchon et vous allez voir la réponse de Marine Tondelier. Alors sur une question complètement débile puisque ça touche à la tentative d'assassinat de Trump. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Soit on dit que évidemment on est contre la violence et contre les attentats terroristes. Je vois pas qui va dire qu'il est pour. Soit on va penser que en gros c'est bien fait pour sa tronche puisqu'il est pour les armes en libre service et que du coup c'est un retour de mais nous, on ne le pense pas, moi. On ne le pense pas, loin de moi, cette idée. Sauf que là, quand on le pense, on peut évidemment pas le dire à l'antenne, donc ça va forcément induire une réponse un peu convenue. Elle va développer, Marine Tondelier, son propos en disant que, en gros, la violence touche toutes les sociétés occidentales, notamment la France, qui est fracturée, ce qui est un fait. Et là, paf, Nathalie Saint-Cric va donc battre ce fameux record olympique en venant poser une question, une nouvelle fois, sur la France insoumise, pour ne pas dire, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Il faut bien qu'elle change de temps en temps de balle dans son jeu de ping-pong. Je vous laisse écouter cet échange qui est, je trouve, absolument magnifique. Il ne faut pas penser que ce qui se passe aux États-Unis est propre aux États-Unis. On voit bien que dans le monde entier, pas juste en France et aux États-Unis, dans le monde entier, il y a une tension qui s'accentue parce qu'il y a une crise sociale, une crise environnementale, une crise économique, que ça tend les rapports de force et que le monde se durcit. Et que plus c'est violent, plus on peut choisir d'être encore plus violent et de faire l'escalade. Et à ce petit jeu-là, il n'y a jamais de gagnant. Et vous, vous la ressentez particulièrement en ce moment? Soit on prend la désescalade. Et c'est ce que les Verts ont toujours fait. Moi, je vous le dis, on peut choisir la loi du plus fort. Elle ne mène jamais à rien de bon pour nos sociétés. Et l'histoire de l'humanité l'a toujours montré. Il n'y a qu'une seule solution, la désescalade, l'apaisement. Moi, je dis souvent apaiser, protéger, réparer. C'est ça le triptyque. C'est-à-dire qu'il faut soigner cette société. Et on le voit en France. Je pense que les Français, ils ont besoin de reprendre confiance dans leur pays. Ils n'ont pas besoin qu'on leur balance que de nouveaux problèmes à la figure. C'est vraiment la mission des responsables politiques de ce pays en particulier, mais en réalité de tous les pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France insoumise? Quand on voit Francis Ruffin... Attendez, on vous parle de Trump, vous arrivez sur la France insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation. En disant que c'était le Rassemblement national. Je me demandais combien de temps on allait mettre pour arriver sur la France insoumise. Mais allons-y. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas bien. C'est une émission politique, on parle de politique. Voilà, donc c'est simplement pour dire que quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. On passe au flop désormais. Absolument. Vous avez noté qu'il y avait un top et demi déguisé. Là, on passe vraiment au flop. Et alors, on sait, pour plusieurs raisons, on a été un certain nombre à se réjouir de la défaite de Meyer Habib, donc qui était quelqu'un de complètement exubérant, qui était complètement incontrôlable et qui tenait des propos à la limite, même pas à la limite d'ailleurs, qui étaient de la diffamation pure et simple, notamment sur l'antisémitisme qu'il voyait partout et qui a contribué, donc je le redis, à nourrir l'antisémitisme ambiant et à donner des armes aux véritables antisémites. Il a donc été battu. Et on peut penser que ces outrances ont contribué à le faire perdre. Oui, je pense que ça a joué. Alors, il a pleurniché dans une vidéo qu'il avait faite, je crois, en Israël. Il avait pleurniché en disant que malgré le 7 octobre, parce que complètement le lien est improbable, mais enfin, malgré le 7 octobre et ses positions depuis le 7 octobre, il regrettait, il condamnait même le pouvoir macroniste de lui avoir mis dans les pattes une candidate Renaissance. En l'occurrence, il s'agit de Caroline Yadan, donc on connaît, puisqu'elle a elle-même fait preuve d'un certain nombre d'outrances. Et là, elle va prendre l'exemple d'élèves juifs
juif qui aurait été sous-noté à l'oral et qui se serait plaint d'avoir... À l'oral du bac. Oui, à l'oral du bac, pardon. Donc des lycéens donc, en fin de cursus et qui auraient, par ricochet, supposé que parce qu'ils étaient juifs, ils auraient été sous-notés. Il y a une enquête qui a été lancée très rapidement et il se trouve que non, en fait, c'est simplement un jury qui a été un peu sévère, mais pour tout le monde, absolument tout le monde, évidemment, sans prendre en compte la confession présumée. Et donc, ça a fait flop, mais ça n'empêche pas Caroline Yadan d'accuser carrément le système éducatif français d'être gangréné. Alors gangréné, c'est un mot particulier, c'est-à-dire que gangréné, c'est pas simplement que quelque part il y a des gens qui seraient antisémites ou alors islamo-gauchistes, à l'époque c'était comme ça avec Vidal. Là, ça veut dire autre chose. La gangrène progresse. Ça veut dire qu'il y a un foyer qui va contaminer l'ensemble du corps enseignant français, ce qui est une insulte extraordinaire de la part d'une députée de la République. Et elle va tenir ce propos, évidemment, sur une radio communautaire. Sans contradiction, je vous laisse écouter. C'est cette emprise idéologique de la France insoumise sur la gauche qui ferait que des examinateurs au bac se sentiraient encouragés, protégés pour discriminer ? Mais bien sûr, mais évidemment, la parole est totalement, la parole antisémite, la parole anti-juive, sous couvert de la haine d'Israël, est totalement désinhibée. On l'a vu à Sciences Po, on l'a vu dans les établissements scolaires, on a vu à quel point il y avait une haine des juifs, même dans les écoles élémentaires. Oui, il y a une gangrène antisémite, notamment dans l'éducation nationale. Et moi, je dis qu'il est temps de s'en saisir. Et c'est un appel également à la ministre de l'Éducation nationale. On ne sait pas jusqu'à quand le gouvernement va tenir. En tout état de cause, la ministre aujourd'hui reste la ministre de l'Éducation. Il faut se saisir de cette affaire. Il faut sanctionner si jamais ces faits sont avérés. Il serait inimaginable qu'on ne puisse pas y apporter une sanction ferme et définitive, c'est-à-dire l'exclusion pure et simple de ceux qui se sont livrés à ces discriminations inacceptables. Alors, ce qui est paradoxal donc, avec ce qui a été débunké, donc c'est un fait avéré que c'est un mensonge absolu et particulièrement dangereux dans une période comme la nôtre, eh bien, il va se trouver quelqu'un, Patrick Glugman, qui est avocat, qui est défenseur de l'extrême droite israélienne, qui est proche du CRIF, Canal Historique, et qui, lui, va regretter les conclusions du rapport d'enquête. Je vous laisse regarder cette capture d'écran d'un tweet qu'il a posté, et notamment le point numéro 5, dans son argumentaire. Il dit « Nous regrettons que l'enquête présentée ne permette pas d'arriver à la conclusion présentée selon laquelle il n'y aurait eu aucune discrimination. » C'est-à-dire que très concrètement, alors qu'il est l'avocat apparemment du lycée concerné, il va dire, lycée Yabné, il va dire très concrètement qu'il regrette qu'il n'y ait pas finalement d'antisémitisme. Sous-entendu qu'il n'est pas un espèce d'os à ronger et de pouvoir dire « Regardez la preuve, vous voyez, ça y est, l'enseignement est attaqué est gangréné par l'antisémitisme, et donc voici la preuve. » Donc il va regretter ça, alors qu'on devrait tous, et on le fait, se féliciter qu'évidemment il n'y ait pas eu d'antisémitisme dans cette affaire et que ce soit totalement bidon. Alors, qui est Caroline Yadan, donc celle qui a fait chuter Meyer Habib. Moi, je trouve que c'est Meyer Habib en plus glacial, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'outrance ou pas tout le temps dans l'outrance. Et on va la retrouver là face à Charles Consigny, donc le fameux avocat très médiatique, et qui passe quasiment pour quelqu'un de centre-gauche, tellement il est en ce moment assez pertinent. On a pointé dans les émissions précédentes ses contradictions, sauf que là, il va lui tenir tête en expliquant notamment que les Jeux Olympiques ne sont pas inscrits dans la Constitution et qu'il ne faut pas attendre la fin des Jeux Olympiques pour changer de gouvernement. Écoutez, regardez sa réaction et vraiment la manière dont elle va le prendre de très haut. Malheureusement, Charles Consigny, lui, ne se laisse pas faire sur ce genre de prétention et il va lui répondre de manière extrêmement verte. Mais ce n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut, en définitive, après les JO, envisager mais les JO ne sont pas... Mais attendez, Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la républicain. Constitution. Voilà. Non, mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas.
à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois, et que par 2 fois, ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur... Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire... On n'a pas inventé les déclarations féminines. Non, excusez-moi. Non, mais soyez gentils. Ça n'est pas parce que vous employez un que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est certainement... Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Tu décernes un flop à Laurent Geoffrin, l'ancien patron de Libé, éditorialiste médiatique. Absolument, que j'ai eu à côtoyer au journal Libération, effectivement. Geoffrin, qui, alors là, voit des islamistes partout et va utiliser un espèce de couloir qui me semble extrêmement néfaste. Alors, il se dit de gauche, c'est une information que nous n'avions pas. Je le remercie de nous l'avoir transmise. Il va expliquer une nouvelle fois, mais comme le font les gens de droite, d'extrême droite, à savoir que la France insoumise irait s'allier avec des islamistes, alors forcément en banlieue, puisque qu'est-ce qu'il y a en banlieue? Il y a des Arabes. Que sont les Arabes? Forcément des musulmans. Et donc le rapport entre musulmans et islamistes est complètement léger. Il y a une feuille de papier à cigarette dans son raisonnement. Et puis il va terminer par quelque chose d'absolument dégueulasse concernant un député nouvellement élu. Je vous laisse écouter, puis on en reparle juste après. Je comprends pourquoi il n'a pas mis son veto, c'est quand même la moindre des choses, à la présentation de candidats notoirement antisémites. Pourquoi il n'a pas mis son veto? Il a dit ça je ne veux pas, si vous faites ça j'aurai. Eh ben il l'a pas fait. Et du coup, alors, on a fait toute la campagne sur la gauche est antisémite. Des gens comme moi ou comme d'autres gens de gauche, lambda, on a été obligés pendant 2 semaines d'expliquer qu'on n'était pas antisémite. C'est hallucinant quand même. Et ça, c'est la France insoumise. C'est les folies communautaristes de la France insoumise. C'est ça l'origine. Parce qu'ils ont fait alliance avec une partie des islamistes. Les islamistes dans les quartiers populaires, comme ils disent. Et donc, en fait, c'est le vote musulman, mais musulman islamiste. Et les islamistes, en général, sont antisémites, effectivement. Et donc, quand ils se présentent devant les électeurs, ça apparaît, puisqu'ils ont fait des messages. Il suffit de lire les messages des candidats en question. C'est du même genre que ceux du Rassemblement national. Hein. Et là, pourquoi Olivier Faure n'a pas dit « ceux-là, j'en veux pas » Tout le monde aurait compris, quand même. Ou même le fichier S. C'est quand même ridicule, il y a un député qui est fichier S, c'est grotesque. Alors j'ai dit, on va me dire, alors maintenant on m'explique, fichier S, ça veut rien dire. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Oui, mais d'accord, mais enfin tout le monde a compris que c'était dangereux. Alors oui, j'ai presque envie de dire que je suis d'accord avec lui, qu'un député soit fiché S, c'est pas normal du tout, mais simplement, il n'aurait jamais dû être fiché S. Utiliser cet argument qui laisse entendre qu'il aura un rapport avec un terrorisme visant l'État, avec les islamistes et un compagnie, c'est absolument dégueulasse, puisque Laurent Geoffrin est très bien placé, même s'il n'est plus rien journalistiquement, si tant est qu'il l'était à un moment donné, puisque j'aimerais savoir à quand remonte sa dernière enquête et son dernier reportage. Là, il utilise vraiment des ficelles absolument dégueulasses. Je voudrais rappeler 2 choses le concernant. Je voudrais rappeler que au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y a eu une déclaration extrêmement importante du président à l'époque, Moubarak, le président égyptien, et puis le soir, tout le monde attendait, tout le monde était pendu, évidemment, face aux écrans et aux appareils radio pour savoir ce qu'allait dire Moubarak. Est-ce qu'il allait partir, quitter le pouvoir, ou est-ce qu'il allait donc donner raison au peuple, ou est-ce qu'il allait maintenir et renforcer son pouvoir? Eh bien, ce soir-là, il va se barrer de la rédaction de Libération, il va quitter son poste, mais il va prendre une précaution. Il va faire 2 éditos. L'un où Moubarak reste, l'un où Moubarak se barre. Et c'est l'un de mes confrères de Libération à l'époque, qui a d'ailleurs été sanctionné pour ça, qui a publié sur les réseaux sociaux, je vous laisse regarder, ce fameux 2e édito. Ça veut dire que non seulement il n'est pas capable de prendre la mesure d'un événement historique aussi important que ce discours de Moubarak, donc journalistiquement ça ne tient pas la route, mais en plus, il vient quasiment cracher au visage des lecteurs de Libération, puisqu'il va faire 2 éditos. C'est-à-dire que, quel que soit, on s'en fout complètement de l'issue, je veux m'en sortir en mettant une bouée de sauvetage, une ceinture et des bretelles. Je trouve ça... Et je veux pas rater mon dîner. Oui,
Peut-être qu'il avait un dîner en ville très important et mea culpa si je me suis moqué de lui alors que ce dîner devait absolument avoir lieu. Et puis, l'autre chose, pardon, cher Laurent Geoffrin, des leçons à la gauche, des leçons que vous nous faites, connaissant vos liens de jeunesse avec Jean-Marie Le Pen. On va voir la photo que vous connaissez sans doute, mais on voit bien qu'il s'est expliqué en disant que c'était son père qui était copain avec Jean-Marie Le Pen et ainsi de suite, que lui était jeune. Non, il n'est pas jeune du tout, on le voit bien sur la photo. Il a une belle barbe, une belle moustache, il est dans la fleur de l'âge et non, non et non. Aucune leçon à recevoir de votre part, Laurent Geoffrin. Pensez à la retraite à 60 ans, votez à gauche de façon à l'obtenir rapidement, qu'on soit un peu tranquille. Caroline Fourest a tes faveurs une fois de plus et ce n'est pas étonnant. Alors là, c'est vraiment... Alors donc, elle vient de recevoir la Légion d'honneur. Alors, je suis vraiment... Je suis... non pas peiné, ce sera un mot un peu fort. Je suis vraiment embêté parce que je pense que la Légion d'honneur, y compris dans une république, peut avoir un sens. C'est-à-dire qu'on peut, avec l'Ordre national du mérite, par exemple, on peut attribuer, on peut reconnaître à des gens une certaine valeur, un certain engagement pour la nation, et ainsi de suite, qui peut aller jusqu'au Panthéon. Là, franchement, refourguer à Fourest la Légion d'honneur, je trouve ça absolument extraordinaire. Elle va... À la fin, alors je vous ai épargné complètement son délire pendant... alors ça s'appelle En roue libre, hein, c'est rigolo, Fourest en roue libre, je trouve que ça correspond bien à son principe de travail, à sa fonction de travailler. Elle va donc délirer sur ses classiques bobards, et puis à la fin, mais à quelques secondes de la fin, vous allez le voir sur l'extrait que je vais vous montrer, elle va s'en prendre à notre confrère Michel Soudet, et elle va évidemment... De Politis. Absolument, notre très cher confrère Michel Soudet de Politis, à qui j'apporte mon total soutien dans cette affaire. Elle va balancer qu'il est de notoriété publique, qu'il est proche de Tariq Ramadan d'une part et des frères musulmans. C'est-à-dire qu'il est proche des terroristes. C'est-à-dire qu'elle est en train de le les terroristes disqualifier. Au sens où on l'entend. Parce que, oui, les frères, moi j'en connais pas de frères musulmans. Ça veut dire beaucoup de choses, l'expression frère musulman. Absolument, mais quand on entend frériste avec des Florence Blackler et compagnie, on entend très bien que derrière, il y a terrorisme, il y a toute une série de choses tout à fait, il y a la charia, enfin bon, et c'est absolument dégueulasse, parce qu'elle le fait au dernier moment, donc il n'y a pas de possibilité. Alors évidemment, je ne compte pas sur ce pauvre Pujadas pour maîtriser des dossiers. Lui qui avait dit, quand il y avait eu un mensonge de Ruth El-Krief concernant Amal Bentounsi, il avait dit, on vérifiera, on n'a jamais eu de nouvelles de ça, et on ne vérifie pas a posteriori un bobard balancé. Non, pas à la télé. Bah non, évidemment que non. Arcom, vous nous donnez la fréquence, mais on ne le fera pas. Promis, juré. Et donc, je compte pas sur lui, évidemment, pour débunker, mais enfin, elle va sortir une véritable, pardon d'employer ce terme-là, une véritable saloperie visant à décrédibiliser totalement Michel Soudet et accessoirement sa fille, comme si on était interdépendant de ce que font nos parents et de ce que font nos enfants, c'est complètement dégueulasse. Sa fille, Ercilia Soudet, qui est députée LFI. Absolument. Et donc, elle va jouer à un jeu absolument immonde en quelques secondes, et bizarrement, Sophie Dravinel, donc, qui suivait la gauche pour le journal Le Figaro, que j'ai eu l'occasion de croiser. Et qui a des problèmes. Oui, qui a des petits problèmes, on y reviendra peut-être. Et bizarrement, a confirmé ses propos, alors qu'en fait, ses propos sont absolument faux. Et des informations que j'ai, une procédure judiciaire est en cours. Je vous laisse écouter cet extrait hallucinant. Et donc ça a quand même changé, parce que maintenant, ils sont élus, absolument. Ils ont les meilleures circonscriptions. Et pour Ercilia Soudet, sa racine, elle est simple. Son père était déjà un compagnon de route de Tariq Ramadan et des frères musulmans. Je sais, je l'avais en face. Oui. Et on le connaît tous, c'est un confrère. Maintenant, on a la fille à l'Assemblée. Alors, la même Caroline Fourest, donc il tient des propos extrêmement, éminemment politiques, puisque son adversaire, c'est la gauche, de manière radicale, claire, nette et précise. On l'a prouvé ici à plusieurs reprises. Eh bien, elle va s'autoproclamer intellectuelle, alors qu'elle est éminemment, je le redis, politique, mais si c'est elle qui le dit, on va la croire sur parole. Je vous laisse écouter. J'entends qu'il y a un calcul électoral qui est de dire on met les deux gauches dans le même sac, des gauches qui ne sont absolument pas compatibles, ni sur l'Ukraine, ni sur le Hamas, ni sur l'essentiel. On ne parle pas de divergence sur la TVA, on ne parle pas de divergence sur des choses mineures, on parle de divergence sur la question totalitaire, le risque de la guerre à nos portes, des choses de cet ordre-là. Alors Mourad, dans cette émission, on a le ton volontiers léger, puisqu'on traite de sujets graves avec le sourire, des fois un ricanement et des fois un franc éclat de rire. Mais là, c'est moins... ça prête moins à rigoler ce que tu vas nous dire à propos d'un dérapage, un énième dérapage chez Morandini sur Télé Bolloré.
Oui, vous savez que deux rugbymen français sont accusés de violence et de viol aggravé sur une femme en Argentine actuellement, qui risque des années et des années de prison, que c'est d'un gravissime consommé, qui sont actuellement incarcérés de manière préventive. Et chez Morandini, parler de violences faites sur des individus, je trouve ça absolument extraordinaire. Et violences sexuelles a fortiori, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça absolument extraordinaire. Eh bien, il va inviter un psychiatre, Pierre Sidon, qui va lui réécrire l'histoire, alors qu'on ne sait pas grand-chose encore de cette affaire, si ce n'est qu'elle est d'une gravité nommable. Il va réécrire l'histoire du viol avec... Alors, c'est juste insupportable parce qu'il va avoir un sourire aux lèvres et il va tenter par tous les moyens de déconsidérer la parole de la victime présumée, d'une part, et d'autre part, excuser les hommes qui, à cause de MeToo, vivraient un enfer absolu dans leur approche affective, comme si on était dans l'affection vis-à-vis d'un viol, dans leur approche affective vis-à-vis des femmes. Donc il va les dédouaner quasiment avec, je vous dis, ce petit sourire aux lèvres qui montre tout le mépris, tout le masculinisme qu'on peut afficher. Ça se passe à la télévision française, ça se passe sur CNews et ces propos sont tenus par un psychiatre, donc avec autorité. Je vous laisse écouter. On parle tout le temps des conséquences psychiatriques, mais... on ne parle pas des causes psychiatriques, parce que le retrait du consentement, il semblerait qu'il y ait eu un consentement, peut-être la vidéo donnera des éléments plus précis, mais il semblerait qu'un des joueurs avait oublié ses clés, remonté dans la chambre, en attendant, elle était restée devant la chambre, donc pour parler de viol, ça serait un petit peu compliqué, mais on peut parler, comme on parle souvent désormais, de retrait dans un deuxième temps du consentement après une relation sexuelle. Quelle est la cause de ce retrait, avant de parler des conséquences éventuelles d'un viol hypothétique. Ça devient très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés, pour ne pas dire terrifiés, par les conséquences possibles d'un retrait du consentement. Et tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Effectivement. On voit qu'aujourd'hui, on ne fait plus de bébés dans l'Occident. Eh bien, il est possible que ça ne soit pas sans relation avec la généralisation du MeToo, dans laquelle tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un viol. Alors, pour continuer et pour finir même sur ces flops, je voulais vous dire un mot de Sarah Salman. Qui est-elle? Alors, c'est une avocate médiatique, on ne sait pas trop quel genre de dossier elle traite, mais enfin, elle est très présente sur les plateaux. Elle s'aime beaucoup, elle poste régulièrement des photos d'elle au Salon de l'Agriculture, sur les plateaux télé, et ainsi de suite. Elle a vraiment une impression de puissance et de grandeur et de beauté. Mais Moumou, t'es complètement has-been, ça s'appelle du personal branding. Personal branding, c'était il y a quelques années déjà. Quand même. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit et tu le comprends pas. C'est vrai, mais j'ai 54 ans et j'essaie de vivre avec mon temps. Je suis resté bloqué à l'époque, béni des années 4. Exactement, voire même des 30 glorieuses. Et donc cette fameuse Sarah Salman, donc, elle est contre tout. Elle est contre l'écologie, contre le féminisme, elle est contre la gauche évidemment. Et puis là, elle va tenir des propos alors qu'elle n'est pas du tout, on en revient toujours au même problème, elle n'est pas du tout qualifiée pour parler politique. Elle n'est pas politologue à ma connaissance, elle n'a pas de connaissances particulières. Et elle n'est pas politique, elle n'est pas... femme politique. Non, du tout, absolument. Puis elle n'a aucune connaissance, a priori. Et pourtant, elle va s'en prendre à qui? À Dominique de Villepin. Alors quand même, je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Dominique de Villepin. D'abord, je trouve qu'il a, depuis quelques mois, une parole nourrissante. Il a des positions courageuses, puisqu'il se prend, y compris la droite, à dos. Donc forcément, il se prend Sarah Salman à dos, puisqu'il explique que démocratiquement, il a quand même une connaissance de l'État. C'est un homme d'État assez brillant. Il a une connaissance de l'État particulière, de par son parcours. Je rappelle 2003, l'Irak, enfin bon, c'est quelqu'un d'assez brillant et il explique des choses posément. Il se fait attaquer régulièrement, notamment par Rutel Kriev, il se fait taxer d'antisémite par BFM TV, enfin toute une série d'attaques. Et puis là, elle va s'en prendre à lui, mais alors d'une manière absolument véhémente, qui n'est pas justifiée d'une part, et dont j'ai du mal à comprendre la légitimité d'autre part. Je vous laisse écouter, je vous laisse vous faire votre avis sur cette complètement déjantée chroniqueuse des plateaux télé de droite, voire d'extrême
l'extrême droite. Mais quand j'écoute l'interview, on dirait qu'il a complètement craqué, pardonnez-moi l'expression. Il pense qu'une cohabitation avec le nouveau Front populaire, qui est une alliance de pacotille, avec des personnes qui ont tenu des propos antisémites depuis le 7 octobre, pour certains qui ont dit que le Hamas est un mouvement de résistance, le LFI qui est un danger pour les Juifs de France, et nous avons Dominique de Villepin qui nous dit qu'une cohabitation avec eux serait extrêmement bien, mais c'est particulièrement honteux et scandaleux. Il devrait les dénoncer et dire que ces personnes sont, pour certaines, un danger. Moi, je trouve que ces propos sont très choquants. Dire que la Macronie a perdu, non, ils ont quand même sauvé les meubles. Dire que la France insoumise a gagné, mais en quoi ils ont gagné en termes de sièges? Ils n'ont pas gagné grand-chose. C'est mathématique, mais je crois que Elliot Maman voulait apporter un peu de nuance. C'est même une malhonnêteté intellectuelle. Et on passe à la rubrique au microscope. Ce microscope est un peu particulier parce que je voulais me pencher. Il y a eu une vague de témoignages de journalistes, notamment Mohamed Bouafsi, sur le fait qu'ils étaient victimes de racisme, notamment depuis le 9 juin, c'est-à-dire le scrutin des européennes et la victoire, évidemment, brillante du Rassemblement national. Et donc, il va passer à l'antenne, il va expliquer que depuis le 9 juin, donc, il subit un assaut et qu'il préférerait qu'on lui dise que ces sujets sont nuls plutôt que de l'essentialiser, ce que je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, j'ai un tout petit souci. C'est que découvrir le racisme depuis le 9 juin, ça me pose problème, même si je pense qu'il a dû en parler avant. C'est pas, évidemment, il ne découvre pas le racisme le 9 juin, sauf que de dire que depuis le 9 juin, ça pose un double problème. C'est-à-dire que ça vient personnaliser le fait de racisme d'une part, d'une personnalité médiatique, qu'est Mohamed Bouafsi, et puis ça vient aussi faire oublier autre chose qui me semble tout aussi important, à savoir le racisme qu'on appelle systémique, qui touche notamment les jeunes en banlieue, qui sont discriminés, qui sont contrôlés 7 à 8 fois plus que les gens qui ne sont pas d'apparence racisés, les violences policières, qui sont quand même assez diaboliques. Enfin, je veux dire, je ne sais même pas, je vous le dis franchement, je ne sais même pas comment ça n'a pas pété plus que ça. Quand on imagine un quart de seconde qu'un policier en banlieue vis-à-vis d'un jeune peut lui mettre de la drogue dans la poche, faire un faux procès verbal, dire simplement en quelques mots, alors soit refus d'obtempérer, soit rébellion, soit outrage, et aller tranquillement au tribunal et palper entre 400 et 800 euros tous les mois, hein, ça arrive de manière assez fréquente. Imaginez la rage que ça peut provoquer chez ces jeunes-là. C'est incroyable. Et là, parce que ce sont des personnalités médiatiques, il y aurait une différence d'appréciation et je trouve ça un peu gênant. Au moins un retentissement différent, parce que voilà, la stigmatisation de base qui est accolée aux jeunes de banlieue, entre guillemets, ne fonctionne pas avec Mohamed Bouafsi. Évidemment, et s'il y avait la même indignation pour des gens lambda, pour des jeunes de banlieue, je serais satisfait. Ça ne me semble pas être le cas, et je vous explique après pourquoi ça me dérange. Je vous laisse regarder cet extrait. Ça fait une dizaine de jours que je doute en fait de diffuser ces images. Je vous en ai montré certains à Babette, j'en ai montré à Laurent, j'en ai montré à Pierre Lescure qui m'a conseillé de les diffuser. Ça fait 10 jours que je me dis, est-ce que je les montre, est-ce que je vais donner de la lumière à ces gens-là, etc. J'ai eu la chance de couvrir pour cet avou la présidentielle 2022. Je n'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. Sur le terrain, dans le Loiret, il y a quelques jours, il y a un homme qui est venu me voir. C'est étrange parce qu'il était dans la même séquence que vous avez évoquée tout à l'heure avec cette voisine, à Montargis. C'était avant la diffusion du sujet, qui m'a dit « Mais vous, Mohamed, vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les autres bougnoules ». Et c'est ça que, depuis quelques jours, qu'on peut voir. Ça a été un peu la même chose à Villers-Cotterêts. Et quand j'entends sur certains plateaux dire que la parole ne se libère pas, moi, ça me touche parce que c'est des messages continus depuis le 9 juin. Qui arrive 4 à 5 fois par jour. Avant, ça arrivait une fois par mois. Et c'est pas que virtuel, alors. Et c'est pas que virtuel. Sur les réseaux quand on fait face à quelqu'un et qu'il est filmé, et qui vous dit mais vous n'êtes pas comme les autres, vous travaillez, vous travaillez, vous n'êtes pas caché. On l'a diffusé ça. Et cette parole, elle n'existait pas lors de la présidentielle 2022 que j'ai eu la chance de suivre pour cet avou. J'avais jamais vécu ça. J'en ai vécu auparavant le 9 juin, un message par mois, un message tous les 3-4 semaines. Là, c'est 4-5 messages par jour. Alors, ce qui me dérange doublement, c'est que à la fois, c'est une espèce de... Alors, je veux pas le dire de manière aussi violente, mais je cherche l'expression, une espèce de retour de flamme. C'est-à-dire que pendant des mois, pendant des années, y compris le service public, on l'a déjà démontré ici à plusieurs reprises. Alors, évidemment, si on prend CNews, si on prend BFM, la promotion du racisme est évidente. On avait parlé notamment la fois dernière d'Apolline de Malherbe, qui reçoit Mila, qui la laisse dégoiser ses saloperies anti-arabes, anti-islam, racistes au dernier degré, et puis qui va s'étonner
je vous laisse regarder l'émission de la semaine dernière, je crois, qui va s'étonner d'un coup du fait que, tiens, on a un témoignage d'une personne qui est victime de racisme, je crois que c'est une infirmière ou une aide-soignante qui est victime de racisme. Bah non, c'est évidemment, vous faites partie du problème. Et eux font partie, malheureusement, je le dis vraiment à regret, le service public fait partie du problème puisqu'il promeut depuis des semaines, des mois, des années, des gens, notamment du printemps républicain ou proches du printemps républicain, qui vont venir sortir les pires saloperies sur banlieue égale musulman égale islamiste potentiel et présumé, et que forcément tout ça alimente une forme de racisme qui va se retourner, hélas, contre nous et contre eux. Je vais vous montrer, par exemple, quand il raconte ça, Mohamed Bouafsi se retrouve face à François Bayrou, le centriste, le patron du président, le président du MoDem. Le patron du président de la République. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. J'espère pas dire monsieur le Premier ministre dans quelques semaines. Je rappelle qu'on enregistre mardi et donc les dés ne sont pas encore jetés. Les choses vont vite. Les choses vont très très vite en ce moment, ou parfois un peu lentement, mais voilà, je ferme la parenthèse. Il dit ça face à Bayrou qui semble vraiment en plein exercice de compassion, sauf que voilà ce que disait Bayrou très récemment à propos du Rassemblement national. Nous sommes dans une dédiabolisation XXL. Je vous laisse écouter. Je ne sais pas si ça s'appelle extrême droite, mais vous n'êtes pas sûr que c'est l'extrême droite. Il y a des forces. Des patriotes, souverainistes, nationaux. Ça, c'est le meilleur de l'année. Là, vous faites une concession. Non, je ne fais aucune concession. Il y a un autre cas qui est celui de Karim Rissouli. Alors Karim Rissouli, c'est un peu différent parce que donc il va raconter aussi qu'il reçoit des lettres de menaces, des lettres racistes. Et alors on est un peu dans le même schéma, sauf que Karim Rissouli, pour le coup, est vraiment, je trouve, un journaliste politique pour le coup chevronné et qui sait ce qu'il fait et que je comprends que pour un souci d'équilibre sur le service public, il doit inviter aussi dans son émission du soir. Alors c'est ce soir, il faudrait qu'il change un peu, je fais une petite parenthèse, il faudrait qu'il change un petit peu de nom. C'est politique, c'est ce soir, c'est demain, c'est après-demain, c'était hier. Je trouve que le nom des émissions, on s'y perd un petit peu. Mais Moumou, c'est du branding, je comprends rien. Je sais, mais j'ai 54 ans, je le répète. Et donc voilà, mettre un nom à chaque émission, ce sera quand même pas mal. Et donc Karim Rissouli va aussi présenter ça, et j'ai un peu l'impression qu'on est dans le même schéma, c'est-à-dire que d'avoir fait la promotion de gens comme Blackler, j'en parlais tout à l'heure, ou d'autres, ou des Fourest et compagnie, qui tiennent un discours ouvertement raciste, je pense que c'est ça aussi qui a nourri le racisme. Mais vraiment, je le dis très tranquillement, et j'apporte naturellement ma solidarité totale et entière à Mohamed Bouafsi et à Karim Rissouli, ça va sans dire, juste on ne peut pas s'exonérer d'une petite analyse critique sur ce phénomène de racisme visant les personnalités médiatiques d'origine présumée arabe ou musulmane. Je vous laisse écouter. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue ce matin chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Le reste, c'est du blabla. Tu peux faire des pieds et des mains avec tes invités islamo-gauchias, tu n'y changeras rien. Le sous-chien ne t'acceptera jamais, ni toi ni tes frérots, et même malgré le nombre, vous ne posséderez jamais la France. Alors, ça a donné quoi ? Eh ben, une espèce de surenchère, un concours, au travers de la réaction de Christine Kelly, alors qu'elle a boudé, très clairement, et qui râle parce que elle estime que, justement, cette mousse qui a été faite autour de ces deux cas de racisme avéré, elle n'en a pas bénéficié, alors qu'elle travaille quand même pour CNews, qu'elle travaille quand même pour une chaîne qui a été plusieurs fois condamnée et qui a fait de la promotion du racisme sa ligne éditoriale. Donc, il faudra peut-être qu'elle fasse un petit examen de conscience, mais enfin, j'avoue que j'ai souri sur l'histoire des... J'ai souri, mais ouais, c'est pas drôle, mais ça m'a fait sourire quand même, parce qu'il faut prendre ça, comme tu le disais tout à l'heure, Théo, avec un peu de légèreté, sinon on sombre. L'histoire des noms d'oiseaux, c'est-à-dire que les propos racistes que vous ont révélés nos deux confrères ne seraient en fait que des noms d'oiseaux. Pour Christine Kelly, c'est vous dire où se trouve sa boussole. Je vous laisse écouter. Le droit de menacer un journaliste de mort. Pas un article pour dire que menacer de décapitation, on n'a pas le droit de faire ça à une journaliste. Je suis effectivement choquée de voir que maintenant c'est un emballement parce que certains ont quelques petits mots d'oiseau.
Donc, avoir des petits mots d'oiseau, c'est quelque chose. Vivre avec la peur, vivre avec des gardes du corps, pour emmener sa fille à l'école, pour dormir le soir, pour sortir, pour faire son travail, pour faire ses courses. Avoir honte d'avoir deux gardes du corps quand vous allez au Monoprix acheter votre petite culotte. Pardonnez-moi, mais c'est ça la vie avec les gardes du corps. C'est-à-dire vivre avec eux tout le temps. Savoir quand est-ce que vous allez vous réveiller demain. Alors, bien sûr, tout le monde a des menaces de mort. Bien sûr, tout le monde a des menaces de mort. Mais on a juste besoin d'un peu d'aide à ce moment-là. C'est joli, nom d'oiseau. Ça fait penser même au chant d'oiseaux. Et ouais, c'est fleuri, c'est bucolique, c'est loin de la réalité. Ça vient surtout atténuer les propos racistes tenus par ces gentils anonymes qui envoient des courriers ou qui insultent en direct sans laisser de traces, évidemment, les journalistes sur le terrain. Alors, pour revenir à Mohamed Bouafsi, je veux dire, il y a un moment donné, j'ai une question quand même que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui fait dans une émission politique. C'est un très bon journaliste animateur. Il a notamment accompagné la Flamme olympique. Il sait faire des interviews très sympas, très complaisantes. Et il va... Par quel hasard, il va décrocher l'Ordre national du mérite. Il est accusé d'être macroniste de la première heure. Je pense que c'est un fait tout à fait vérifié. J'ai regardé un certain nombre de ses déclarations et un certain nombre de ses échanges, de ses copinages. Et il va recevoir l'Ordre national du mérite. Bon, pourquoi? Alors parce qu'il il est parrain d'une association qui a une vocation non discutable, puisque c'est pour la défense de l'enfance. Qui va dire qu'il est contre la défense de l'enfance? Mais enfin, il va recevoir l'Ordre national du mérite. Alors on se pose la question quand même de savoir, une nouvelle fois, est-ce que des journalistes sont aptes, doivent recevoir? Alors Éric Satie disait, il faut même pas le mériter. Doivent accepter, on va dire. Oui, non, il faut même pas le mériter, l'Ordre national du mérite. Il lui parlait de la Légion d'honneur, Éric Satie. Mais effectivement, est-ce que on doit accepter, quand on est journaliste en fonction, est-ce qu'on doit accepter ce genre de décoration de la part du pouvoir? Moi, je pense que non. Surtout lorsque, par exemple, on a effectué ce genre d'interview fort sympathique de la fille, plutôt de la belle-fille, du président de la République. Je vous laisse écouter. Qu'est-ce qu'elle a pensé de votre livre? Elle a été très touchée, très émue, et ce qui m'a, moi, beaucoup touchée, c'est que c'était une étape très importante parce que c'est une maman, et encore plus difficile parce que c'est une ancienne enseignante de français. Oui. Et elle m'a fait un des plus beaux commentaires en me disant que elle s'en voulait de ne pas avoir vu pendant tant d'années ce talent et qu'elle aurait aimé le détecter en tant qu'enseignante autant qu'en tant que maman. Il faut bien que quelqu'un les interviewe, ces gens-là, Mourad. Oui, mais avec autant de complaisance, je trouve ça un tout petit peu gênant. C'est un petit peu comme cette question qu'il a posée à Bruno Le Maire, dont on connaît la compétence. C'est un grand économiste qui a redressé le pays, qui a sauvé le pays, qui a mis à terre... Et c'est un grand futurologue aussi, qui a prévu l'effondrement de l'économie russe. Absolument, c'est ce que j'allais dire, à savoir qu'il a mis à genoux l'économie russe. Enfin voilà, elle s'est jamais aussi mal portée. Donc c'est vraiment un garçon extrêmement brillant qui laissera une trace indélébile. Poser la question, alors on revient à Rutel Krief sur le fait de savoir si Jean-Luc Mélenchon a mis ou pas une cible dans le dos de Rutel Krief. Ce n'est pas une simple question, c'est ce qu'on appelle un passe-plat. C'est-à-dire qu'on offre sur un plateau à Bruno Le Maire une réponse évidente qui va lui permettre de flinguer littéralement, sans contradiction, et c'est toujours le problème, sans contradiction, Jean-Luc Mélenchon sur quelque chose de tout à fait discutable, puisque Rutel Krief est une militante, une partisane et une menteuse, je le dis bien, une menteuse pathologique. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises et nous l'avons prouvé et relayé à plusieurs reprises. Je vous laisse écouter. Bruno Le Maire, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon est responsable des menaces que Rutel Krief reçoit ces dernières heures? Bien sûr. Sa politique, sa parole, par définition, a un impact. Si on faut faire un autre métier, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, devrait sérieusement envisager de faire un autre métier. Parce que toutes les paroles qu'il prononce, maintenant, sont dictées uniquement par la haine. Dans le fond, Jean-Luc Mélenchon, quand vous regardez les années qui viennent de passer, c'est l'homme de l'échec. Il a échoué à devenir président de la République, échoué à devenir Premier ministre, échoué à maintenir l'unité de la NUPES. Et l'homme de l'échec est devenu l'homme de la haine, qui est prêt à tout pour exister, qui est prêt à des déclarations antisémites, qui est prêt à des déclarations violentes, qui est prêt à s'en prendre aux journalistes, qui est prêt à multiplier les tweets tout aussi enflammés les uns que les autres. Et Mediapart a également, dans une enquête récente, montré à quel pratique d'influence elle pouvait se livrer dans une enquête très, très instructive. Absolument, que je vous invite de nouveau, j'en avais parlé la semaine dernière, que je vous invite à aller voir et à les lire, bien sûr. Alors,
Pour vous montrer sur le service public, donc sur France Télévisions, en l'occurrence sur France 5, c'est dans l'air, pour étayer ce que je vous disais sur le fait qu'il y avait un retour de flamme du fait qu'on laissait faire et qu'on invitait tout le monde et n'importe qui à dire tout et n'importe quoi. Je vais vous demander de regarder cet extrait qui est absolument extraordinaire. Donc c'est un internaute qui nous l'a envoyé, où un sondeur et les gens en plateau vont expliquer, un politologue vont expliquer que le RN va arriver au pouvoir, soit de manière avec une majorité relative ou une majorité absolue. Et ils vont en rire littéralement, et parier, tenez-vous bien, une bouteille de vin ou une bouteille de whisky selon le résultat des courses. C'est-à-dire qu'on en rigole comme si c'était quelque chose finalement de récréatif et qui n'avait pas de conséquences sur la vie des gens, et je trouve ça, et donc sur la vie des gens, à savoir notamment nos confrères d'origine maghrébine qui reçoivent aujourd'hui des insultes, eh ben ça va passer crème, et ça se passe, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements sur le service public. Quand vous avez ensuite les résultats du premier tour qui vous disent qu'on redit plus de 10 millions pour le RN et que vous avez une telle mobilisation, je ne pense pas que ça va amoindrir ce réflexe-là. Il sera supérieur, je crois, à ce qu'on avait en 2022. Peut-être pas aussi haut, il est très difficile de dire à combien ça va se terminer, mais je pense qu'il existera aussi chez une partie non négligeable des électeurs de gauche, et que c'est ça qui fait la grande différence. Mais on verra dimanche, hein, si c'est majorité absolue. En général. J'offrirai une bouteille de son choix à Jérôme Jaffray. Si c'est majorité relative, il m'offrira un bon whisky. Non, on peut pas. Hein. Alors, Mourad, comme le veut la tradition, on passe au coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur va à... Alors c'est une personne que je connais personnellement, je le précise, il s'appelle Jean-Michel Germain, il est maintenant heureux retraité. C'est un homme absolument exceptionnel qui a passé sa vie au service des autres, puisqu'il a été militant, ensuite permanent, et puis directeur du Secours populaire dans le Loiret. Donc il a vraiment consacré sa vie aux gens, et je suis admiratif de ces personnes. Et là, il profite de sa retraite. C'est pas la première fois qu'il commet un ouvrage, mais il profite de sa retraite pour... pour sortir 51 poèmes en liberté. Ça s'appelle Avant l'arrêt complet du train, et c'est vraiment des poèmes très personnels qui sont teintés parfois de politique, et j'insiste sur l'importance de ce genre d'ouvrage parce que, alors c'est fait à compte d'auteur, on peut se le procurer, mais c'est fait à compte d'auteur, et j'insiste un tout petit peu parce que la place, et j'y reviendrai, j'espère dans d'autres rubriques si je suis maintenu à la rentrée. Ah, excusez-moi. On me dit dans l'oreillette que c'est tout à fait possible. J'espère. Écoutez, je vais patienter, je vous tiendrai informé. Que la place de la poésie, malheureusement, en France, je la trouve trop ténue, enfin voilà, c'est un domaine qui est pour moi mésestimé. Et donc je peux que me réjouir que des gens dans leur coin puissent produire comme ça des choses. Je vais vous lire un extrait très rapide. Hein, donc nous sommes page 31. Ça s'appelle Le peu qu'il reste. Le soir à la TV, cheveux longs, blonds, figés et sourire bleu glacier, pour vous présenter un être rassurant dont la chemise noire et le teint blafard va bien vite absorber les mots MAUX de notre société. Réunion, Tupper, War vont nous distribuer un beau catalogue glacé aux promesses colorées d'un être fascinant dont la chemise noire et le cheveu rare va vite éradiquer violence et pauvreté. Vous voyez bien de qui on parle. Sur la place du marché, vos mains, ils vont serrer, puis vous vanter un être fascinant dont la chemise noire et la haine dans le regard va vraiment supprimer le peu qu'il reste de votre liberté. Et il finit par une parenthèse. À la fin, c'est vous qui voyez, c'est vous qui votez, c'est vous qui vivez. Voilà, donc ça s'appelle Avant l'arrêt complet du train. C'est signé Jean-Michel Germain, que j'embrasse affectueusement. 51 poèmes en liberté, et on peut se le procurer chez Cool Ibri, COO2LIBRI. Un colibri cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et normalement, à ce moment précis, c'est l'heure des remerciements. Oui, Théo, c'est toujours avec un plaisir non dissimulé que j'effectue ces remerciements. Alors, je le redis, donc c'est des remerciements pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, le soutien, et notamment je pense à l'histoire de la TNT. Il y a énormément de messages qui viennent pour savoir alors. Les gens sont impatients de savoir et soutiennent à la fois le média et puis à la fois cette chronique, et vraiment j'en suis vraiment extrêmement reconnaissant. Donc cette fois-ci, mes remerciements vont aller à Rosalie de Paris
19e arrondissement, qui habite chez sa fille, mais qui est originaire des Antilles et qui est une belle mamie que j'ai croisée dans les rues de Montreuil et qui justement a fait part de son attachement à cette chaîne. Il y a également Mimi et Rima, qui sont les chats du Beau Marché, qui est une brasserie dont j'avais parlé les fois dernières, et j'avais oublié de citer les chats qui font partie réellement du décor. Je ne sais pas s'ils nous regardent régulièrement, mais en tout cas, ils font partie du décor. J'espère que tu vas amener des photos, parce que les photos de chats, ça marche toujours. Ah, mais je vais essayer de leur faire... plus de vues. Je vais essayer de leur faire jouer du piano en fumant une cigarette pour être encore plus attractif. Il y a Dirty Old Goon sur les réseaux sociaux. Il y a Amy Bull, EMI, et Bull comme une bulle. Il y a Slim OBX, Hortense, Patricia Mépresque, Synapse Vol de Noir, un insoumis en forêt d'Orléans. Alors ça pourrait faire un peu flipper, on n'est pas dans le film Délivrance, hein, c'est pas des gens qui se reproduisent dans les montagnes, des consanguins qui jouent du banjo, hein, c'est la forêt d'Orléans, c'est plutôt cool, donc n'ayez pas peur, si vous croisez un insoumis en forêt d'Orléans, vous pouvez vous approcher de lui et le saluer de notre part. M8 Krylon, KRYLON, Daniel Riolet, comme du Riolet, Cosmo Brown, Jean-Marc Lafont, Ril Marcel 1, qui sont vraiment des pourvoyeurs d'informations et de montage absolument magnifiques. Je vous invite à les voir. Ril Aline D, Tout l'or du monde, LORE, Ch'ti Communard, Cathy de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et voilà pour cette nouvelle moisson. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire part à travers les réseaux sociaux de vos commentaires, de vos suggestions. Ça viendra toujours alimenter, même si on n'a pas toujours la place, pas toujours le temps de les traiter. Parfois, c'est d'une semaine sur l'autre. N'hésitez vraiment pas et je vous remercie encore infiniment et je vous embrasse. Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés aux médias.